Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois Thomas Olivier, podcasteur, mais pas que. Il va nous présenter son parcours, vous allez tout comprendre. Bonjour Thomas. Salut Philippe. Alors, peux-tu nous parler justement de ton parcours et qu'on apprenne à mieux te connaître ? Bah écoute, je vais essayer de faire une version digeste, en tout cas assez courte. Moi, j'ai été un lycéen, un étudiant un peu en carton, tu vois, très limite au niveau des notes, pas scolaires pour un sou. Et j'ai repris des études après une interruption, grâce notamment à l'alternance. Donc là, pour faire simple, moi j'ai commencé en étant commercial dans la rénovation de l'habitat, vente des fenêtres, etc. Je suis ensuite passé consultant dans un petit cabinet de conseil qui qui accompagnait les dirigeants de TPE. Et c'est de là qu'est venue l'idée de lancer ma première entreprise. Donc on est en 2015 et je lance une agence web marketing. Tout se passe plutôt bien, se développe tranquillement. Et puis en fait, je me rends compte, je suis rattrapé par le fait que quand on est dirigeant d'une entreprise, on fait finalement beaucoup d'administratif, beaucoup de management, et je fais de plus en plus tout ça et de moins en moins de marketing. Et moi, le marketing, c'est ce qui me botte, c'est ce qui me plaît. Donc du coup, j'ai recentré, j'ai modifié ce business model, j'ai switché pour passer d'un business model agence à un business model de marketeur indépendant qui est le mien aujourd'hui, où j'accompagne les dirigeants dans la conception et la mise en place de leur marketing, avec un business model qui est basé sur la commission. On en reparlera peut-être. Et c'est essentiellement ça que je fais aujourd'hui, même si j'ai ouvert une nouvelle casquette, qui est la casquette que j'assume de plus en plus, qui est celle d'entrepreneur, puisque j'ai cofondé une autre société qui marche plutôt bien en ce moment, dont on aura aussi peut-être l'occasion de parler. Et à travers tout ça, j'essaie de documenter ce que je fais au quotidien, parce que je crée beaucoup de contenu, à travers notamment des emails quotidiens, deux podcasts que j'ai lancés dont on va parler également, une formation papier, etc. Enfin, j'ai fait pas mal de choses pour essayer de documenter justement ce que je fais au quotidien en tant que marketeur. Alors, quels sont tes mentors ? Quelles sont les personnes qui t'ont donné envie d'entreprendre ? C'est une large question. Je pense que moi, je suis tombé dans l'entrepreneuriat. Ça fait toujours un peu stylé de dire qu'on est fait pour ça, mais moi, à titre personnel, je pense pas particulièrement. Enfin, j'étais peut-être fait pour ça, mais en tout cas, j'ai pas toujours rêvé d'être entrepreneur. Après, les gens qui m'ont un petit peu débloqué quand on était, donc moi, je me suis lancé en 2015, la première boîte. Je commençais à consommer des contenus type Stanislas Leloup, Digital Nomad à l'époque, le podcast s'appelait Digital Nomad pour parler des podcasts. Donc voilà, ce type de podcast. Après, les entrepreneurs que j'aime bien aujourd'hui, je vais citer peut-être un petit peu les mêmes que tout le monde, mais il y a évidemment Steve Jobs. Bon, moi, je suis d'une team qui aime bien Elon Musk, même s'il semble que ce soit de plus en plus rare. Aujourd'hui, j'aime bien Elon Musk. Kosciuszko Morizek, j'aime beaucoup, qui est un peu à l'ancienne, mais qui est très marrant. D'ailleurs, que j'invite beaucoup de gens à le suivre sur Instagram, puisqu'il est assez rigolo. Il est parti un peu en fanfare, le bonhomme. Mais donc voilà, j'ai pas particulièrement de mentors absolus et de personnes qui m'ont beaucoup aidé. Maintenant, dans les gens proches, et notamment, je sais qu'il y en a un que tu as reçu. Moi, j'aime beaucoup Laurent Bourrelli, Grégory Lagrange, qui forment une team. Eux deux sont un peu dans cette même team, et c'est le type d'entrepreneur, en tout cas, qui moi me plaît bien, qui sont plutôt indépendants, qui sont plutôt dans leur monde, et je trouve ça assez sympa. Et en fait, quand tu démarres, tu traverses l'échec. Il y a des entreprises que tu loupes. Il y a des concepts effectivement qui ne touchent pas leur cible. J'ai envie de dire que c'est un peu forcé, mais effectivement, j'ai foiré quelques entreprises. Je vais pas revenir en détail sur chacune d'entre elles, mais j'ai non seulement foiré des entreprises, puis moi, en tant que consultant ou que agence web marketing ou marketeur indépendant, j'ai évidemment accompagné des entreprises qui ont connu l'échec, c'est-à-dire que les stratégies que j'ai mis en place sont pas toujours gagnantes. Si je gagnais à tous les coups, je serais Dieu. Je suis pas Dieu, donc du coup je me rate aussi de temps en temps, et quand je me rate, ça a des conséquences fâcheuses en général pour les entreprises que j'accompagne, puisque le marketing, c'est quand même ce qui, moi je considère que ça a droit de vie ou de mort sur une entreprise. Une entreprise qui est mauvaise en marketing, personne n'en parle jamais, et en général on les connaît pas. Donc il y a évidemment des accidents dans mon parcours, mais j'ai envie de dire qu'on peut pas faire autrement. Je crois qu'il convient d'accepter le fait qu'on se plante plus souvent d'ailleurs qu'on ne réussit, le moins souvent possible. Globalement, avec l'expérience, on arrive à de moins en moins se planter, en tout cas à faire des promesses qui sont plus en adéquation avec ce qu'on est capable d'apporter. Et à partir du moment où tu fais des promesses qui sont réalistes et où tu mets vraiment les moyens, parce que tu peux jamais promettre de résultats, seuls les vendeurs de rêves ou les menteurs peuvent te promettre du résultat. Moi, je promets jamais de résultats. Comme je dis, je les garantis en revanche, puisque désormais, j'ai un business model qui est indexé sur les résultats que j'apporte. Donc, ça me permet, si tu veux, d'être très transparent avec mes clients et d'avoir de moins en moins d'échecs, puisque j'engage ma rémunération dans la réussite de ce que je promets. Donc, forcément, ça me pousse à faire des promesses que je suis en mesure de tenir.
Alors les gens qui nous écoutent ont peut-être peur du syndrome de l'imposteur, de passer par l'échec, etc. Est-ce que tu peux être un peu plus précis sur justement effectivement ces moments qui ont été un peu conflictuels, un peu difficiles? Ils étaient liés à quoi? À des carences de gestion, de manque de connaissances. T'avais besoin de te former, t'avais besoin effectivement d'aller plus loin dans le développement de la connaissance? Bah, il y a un peu de tout. Je dirais que c'est assez difficile. Maintenant, il y a une sorte de délire autour de tout ça, comme quoi l'échec, faut absolument échouer beaucoup pour finir par réussir, etc. Moi, j'aime pas trop ce mindset un peu trop dev perso à la con pour moi. Je suis assez terre à terre pour le coup, et je pense qu'en fait, c'est très difficile de retenir les leçons d'un échec pour les appliquer derrière, parce que des fois, on échoue alors qu'on a pris la bonne décision. Pour faire une métaphore assez rapide avec le poker, par exemple, tu peux très bien te retrouver qu'une paire d'as contre un mec qui a un 7 et un 2. Tu fais tapis, le mec te suit. Enfin, je sais pas, t'as la bonne stratégie, tu fais ce qu'il faut, t'amènes l'autre à faire tapis. Donc, normalement, t'as, je sais pas les pourcentages, mais tu vois l'idée, 90% de chances de gagner. Et puis, il s'avère que ce jour-là, il y a 7-7-2 qui sort au flop. Donc, tu l'as dans le cul. Donc, tu vois, des fois, tu peux échouer au sens littéral du terme, mais avoir pris la bonne décision. Et donc, dans ce cas-là, faut te dire, OK, j'ai pris la bonne décision et rebondir là-dessus. Ça, c'est pas facile. Puis, des fois, effectivement, comme tu l'as très justement dit, t'es tout simplement pas assez compétent. Et là, je crois que, il faut l'accepter, même si moi, j'ai de conseils à donner à personne. Faut tout simplement accepter que, au début, t'es mauvais et que tout ce que tu fais pour la première fois, en général, tu le fais mal, voire très mal. Et il faut déjà accepter de se dire qu'on est mauvais. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal avec ça d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne veut pas se dire « je suis nul ». Mais en fait, quand on commence quelque chose, on est toujours nul. Et c'est ce que je trouve génial dans YouTube, c'est que tu peux voir les vidéos des mecs qui ont aujourd'hui des millions de vues, des millions d'abonnés. Donc j'en cite pas, mais tu prends les Squeezie, qui tu veux, tu vois, tous les abonnés, tous les youtubeurs un peu connus, et tu peux regarder leur toute première vidéo quand ils sont en train de jouer dans leur chambre à Counter-Strike. Tu te dis, ce gars-là, c'est un blaireau, il est nul, il sait pas parler à la caméra, le son est pourri, l'image est nulle. Enfin, tu vois, tout est pourri. Et en fait, petit à petit, c'est en faisant que tu deviens bon, et c'est jamais autrement en fait. Donc en fait, faut pas attendre d'être bon ou d'être sûr de soi pour se lancer. En tout cas, c'est ce que je pense. Par contre, faut y aller et il faut se relever les manches, mettre les mains dans le cambouis et puis essayer de progresser et avoir envie de progresser. Parce que si c'est pas le cas, on progresse jamais. C'est pas juste je fais donc je progresse, mais globalement on peut pas être bon à mon avis et on ne peut pas avoir peur de l'échec au point de ne rien faire parce que sinon on ne pourra jamais réussir quoi que ce soit d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un livre qui a été un déclic pour toi à la lecture? Est-ce que ça t'a donné justement une autre philosophie de la vie, peut-être envie d'entreprendre, peut-être aller envie d'apporter de la valeur ajoutée et puis de répondre aux besoins des gens, quoi? Écoute, j'ai jamais été un très grand lecteur quand j'étais jeune, mais je me suis effectivement mis à lire là-bas aux alentours de 2015, tu vois, quand j'ai commencé à lancer ma première société. Tu vois, je te fais pas de violon, je vais pas te dire que j'ai toujours lu, mais globalement, alors moi, il y a un livre qui m'a marqué, parce que je pense que je l'ai lu au bon moment. C'est La semaine de 4 heures. Je suis peut-être pas le premier à le dire sur ton podcast, mais Timothy Ferry, c'est un classique. La semaine de 4 heures qui m'a un peu débloqué, qui m'a cassé un peu le truc. Après, des livres que j'aime bien, il y en a plein. Celui que je conseille tout le temps en tant que marketeur, moi, c'est Influence et Manipulation, qui m'a appris beaucoup de choses et qui a surtout fait résonner un certain nombre de choses. C'est-à-dire que j'ai pu mettre des concepts sur des choses que je pouvais observer, et puis surtout pouvoir généraliser certaines approches, qui est important dans le marketing. Après, des livres que moi, s'il y a un ou deux livres que je retiens vraiment, je vais prendre des livres qui n'ont rien à voir avec tout ça pour que les gens qui sont pas particulièrement dans le marketing puissent s'y intéresser aussi. Il y a un livre qui s'appelle Magellan, donc sur la biographie de Magellan, tout simplement, qui est vraiment un super bouquin que j'ai dévoré. Et un autre livre qui s'appelle Imperium, qui est un roman qui se passe dans l'Empire romain avec un avocat, qui est hyper intéressant, que j'invite également tout le monde à lire et sur lesquels en fait tu peux trouver des petites accroches, des petites techniques, des choses que tu vas creuser pour ensuite devenir meilleur, en tout cas dans l'approche du marketing. Parce que moi, le marketing, c'est ce qui m'intéresse. Donc, je fais du marketing et j'essaye de toujours tout relier au marketing. Disons que le marketing, ça permet de vendre, mais quelque part, ça permet de définir, de créer une identité. Oui, on va parler effectivement des podcasts. Pourquoi tu t'es lancé dans les podcasts ? Eh ben, écoute, le premier podcast que j'ai lancé, je saurais même plus te dire l'année très précisément, mais il faut savoir que donc c'était dans cette période où j'avais mon agence web marketing, donc j'étais avec un associé à ce moment-là, et les relations, je rentre pas dans le détail, mais étaient assez tendues. Ça se passait déjà pas très bien. J'étais pas particulièrement heureux
Alors, pas au sens philosophique du terme, d'accord, mais au sens business du terme. Je prenais pas forcément beaucoup de plaisir dans ce qu'on faisait et je cherchais quelque part une sorte d'échappatoire pour pouvoir parler à ma façon, donner ma vision un peu du truc. Et c'est là que j'ai lancé mon premier podcast qui s'appelait donc le podcast du nouveau marketing, qui est un podcast que j'ai dû poursuivre sur 3-4 ans et qui a évolué, qui était à la base un format solo où je parlais moi. Et tu vois, bon exemple, si j'écoute le premier épisode aujourd'hui, j'ai envie de m'étrangler. Je parle plus du tout, je suis pas du tout à l'aise et ça s'entend. Et puis, en fait, petit à petit, donc ça a évolué en un format interview où j'ai reçu au total, je ne saurais pas dire, peut-être une cinquantaine, alors ce qui est ridicule par rapport à ce que tu fais toi, mais 50 ou 60 entrepreneurs, tout un tas d'autres gens d'ailleurs, pas que des entrepreneurs, mais en tout cas une cinquantaine de personnes qui m'ont pas mal fait progresser. Donc en fait, je suis tombé dans le podcast là-dedans et tu vois, un truc tout bête, si je peux donner un tip, c'est en fait de s'obliger à le faire. C'est déjà de l'annoncer au maximum de gens possible, me dire je vais lancer un podcast, le premier épisode sort le 1er septembre, j'en sais rien, tu vois. Et tu dis ça, donc déjà ça va t'obliger un petit peu à faire les choses. Pour les gens qui veulent arrêter de fumer, c'est aussi une bonne astuce, et tu dis à tout le monde, au maximum de gens possible, j'arrête de fumer. Du coup, la première question normalement que te posent les gens quand ils te revoient 3 semaines après, 1 mois après, c'est alors du coup est-ce que tu as arrêté de fumer? Et du coup, le fait de dire non va te faire chier en fait. Si tu leur dis non en fait je continue, je suis qu'une merde en fait. Et du coup ton cerveau va pas aimer ça, donc il va tout faire pour t'aider à vraiment arrêter de fumer. Mais bref, c'est ce que j'ai fait en lançant mon podcast et du coup je me suis acheté le micro, tout l'équipement, tout le bordel pour justement me dire ok, maintenant il n'y a plus d'excuses, on y va et on enregistre ce podcast. Donc c'est comme ça que je suis tombé dedans, si tu veux. Ça n'a aucune portée business pure. C'était plus une sorte d'échappatoire et de dire ok, je vais pouvoir raconter les conneries que j'ai envie de raconter et je vais pouvoir le faire sans qu'il y ait de filtre d'entreprise, etc. autre que mon image à moi. C'est pour ça que j'ai lancé du coup le nom Le Nouveau Marketing, qui est devenu aujourd'hui mon site référence et le nom réel de mon activité. Et à ton avis, pourquoi les gens t'écoutent dans ton podcast? Ils doivent être un moitié cinglés. Pourquoi les gens m'écoutent? Au début, je ne saurais pas trop te dire. Puis de toute manière, quand tu débutes, tu as assez peu d'écoute finalement. Après, moi, j'ai développé toute une stratégie autour de la newsletter, donc autour d'une mailing list. Donc il y a beaucoup de gens qui sont sur ma mailing list et qui écoutent le podcast, probablement parce qu'ils sont attachés à... C'est un peu prétentieux de dire ça, mais bon, voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui leur plaît dans ma façon de traiter les sujets, un côté un petit peu à l'arrache, un côté un petit peu brut de décoffrage, un langage très familier, etc. Donc, on rentre dans le tas et on appelle un chat un chat. Je suis assez brutal là-dessus. Donc, probablement que les gens apprécient un petit peu cette patte, j'ai envie de dire. Et puis après, sur des formats interview, t'as beaucoup, ce qui fait beaucoup, c'est la personne qui est invitée. Tu vois, c'est comme moi, je me définis régulièrement comme un infodivertisseur sur des modèles de personnes. Alors, je vais prendre des gens assez larges pour que tout le monde puisse s'y reconnaître, mais ça va de Thierry Ardisson à Ruquier en passant par, Cyril Hanouna aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui vont faire des émissions autour de d'autres personnes. Et c'est l'invité qui crée la richesse de cette émission-là, où tu vas avoir et de l'information, donc pour apprendre des choses, tu vas avoir de la vente, parce que moi, il faut que je gagne ma vie. Et puis les gens qui viennent faire leur promo sur ces films-là, ils font sur ces émissions-là, font leur promo. Donc, ils ont besoin également de vendre quelque chose, ils ont quelque chose à vendre. Mais également, il y a Laurent Baffy, donc on se fend la gueule et on met des vannes un petit peu partout. On passe un bon moment, parce que c'est quand même ce qui est important, parce que si les gens se font chier, si tu t'ennuies, t'as du mal à capter l'information. C'est le concept un peu de l'école. Et c'est peut-être en partie pour ça que ça ne marche pas aussi bien que ça devrait. Donc voilà un petit peu le pourquoi. En tout cas, j'essaye de théoriser ça un petit peu, mais je me prends pas trop la tête avec ça. Voilà peut-être pourquoi les gens m'écoutent. Il y a un petit peu cette identité-là. Maintenant, je reste un tout petit podcasteur à l'échelle de certains. Et quel est le conseil que tu pourrais prodiguer, les 2 conseils principaux que tu pourrais prodiguer par rapport à ta propre expérience de podcasteur à ceux qui veulent se lancer? Qu'est-ce qu'il faut pas faire et surtout effectivement quel est le chemin qu'il faut pas prendre? Honnêtement, je suis pas sûr d'avoir de légitimité pour te donner ce type de conseils, parce que moi j'ai vraiment pris le podcast par-dessus la jambe, mais comme un kiff perso. Pour moi, ça a vraiment été un kiff perso au départ, le podcast, et ça n'a pas du tout de portée business. Donc je dirais que le plus important, c'est déjà de le faire. Donc, c'est de se lancer et d'y aller avec une certaine régularité. Donc, peut-être que tu vas te fixer un épisode semaine pendant 3 mois, par exemple. Et à la fin de ces 3 mois-là, tu peux faire un premier bilan et te dire, OK, ça me plaît pas, je peux améliorer ci, je peux améliorer ça. Voir aussi où en est l'audience, etc. Moi, j'ai jamais été très dicté par les chiffres. D'ailleurs, dans mon activité de marketeur, je ne le suis pas non plus, ce qui peut paraître un peu paradoxal, mais
Mais globalement, moi, je suis pas borné chiffres et conduit par les chiffres, ça m'intéresse pas trop. Donc du coup, j'aurais tendance à dire aux gens, faites ça sans regarder les chiffres et regardez déjà si ça vous fait kiffer. Puis quand ça te fait kiffer, en général, tu trouves des solutions pour derrière monétiser le truc, et c'est peut-être le deuxième aspect, deuxième conseil si c'en est un, c'est d'essayer de réfléchir assez rapidement à comment tu peux monétiser tout ça et quel est le rôle finalement du podcast dans ton écosystème. C'est un conseil que je donne mais que je m'applique très mal puisque moi j'ai jamais réellement trouvé la position du podcast dans mon écosystème business et le rôle qu'a eu le podcast était assez vague. Je l'ai très peu marketé, ce qui était probablement une erreur aussi. Et tout ça, ça nuit à la croissance. Et si ça nuit à la croissance, moi j'ai l'habitude de dire qu'en général, un truc qui gagne pas d'argent, au fur et à mesure du temps, ça finit par s'éteindre parce que voilà, on peut pas le sponsoriser en permanence, quoi. Donc voilà un petit peu, je sais pas si les conseils sont un peu vagues, mais c'est un peu l'idée que je donnerais, mais je me sens pas particulièrement légitime à l'idée de donner un conseil sur le podcast, dans le sens où je m'estime pas comme ayant réussi sur ce levier-là. Simplement, voilà, faut kiffer, puis apporter un peu de valeur, faire en sorte que les gens s'amusent en écoutant ça, enfin s'amusent ou autre chose, si c'est pour stimuler autre chose, hein. Si c'est pour rendre les gens tristes, soit, mais faut rendre les gens tristes du coup. Mais voilà, essayer un petit peu de kiffer son truc et d'y aller surtout avec une certaine régularité. Je crois que c'est vraiment le plus important, c'est cette notion de régularité. Et toi, en tant que consommateur de podcast, qu'est-ce que tu aimes écouter ? C'est vrai que j'écoute beaucoup de podcasts. Alors moi, je suis plutôt format long. Donc moi, l'apogée un petit peu, c'est Génération Do It Yourself, qui est probablement l'un des podcasts les plus écoutés de France, en tout cas sur ce sujet-là. Donc Mathieu Stéphanie. J'écoute des formats un petit peu plus courts, un petit peu plus pratiques, donc typiquement la martingale par exemple. Et puis j'aime bien aussi m'évader à travers des histoires qui vont m'apporter quelque chose. Donc là, pour moi, le top du top, c'est Guerre de Business, qui est probablement le podcast que j'attends le plus. Quand il y en a quand il y a une série en cours, le gars sort tous les mardis, le MIG, et du coup, t'attends ce podcast-là, quoi. C'est vraiment le podcast que j'attends, contrairement à des épisodes de Génération Do It Yourself où déjà il y en a tellement que tu peux piocher au fur et à mesure. C'est tellement long que t'as pas le temps de le finir. Tu te dis pas, tiens, je vais écouter ça aujourd'hui. En général, ça te fait plusieurs jours, etc., où tu vas choisir en fonction de la personne qui est invitée. C'est le concept vraiment de l'interview. Et puis dès que tu sors de ces formats-là, le format un petit peu histoire, et c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon nouveau podcast Moment M là que j'ai sorti cette année. Eh bien, c'est plus de les raconter une histoire avec une notion de série, épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a eu ça, et récemment, qu'est-ce que j'ai écouté? Donc, pour t'en donner un vraiment à la gueule que j'ai bien aimé, c'est Oussama le Magnifique. C'est une journaliste qui a écrit et qui fait ce podcast-là. Et je trouvais ça plutôt pas mal. C'est un peu plus produit, évidemment. C'est plus écrit aussi. Mais qui sont agréables à écouter. Moi, personnellement, c'est ce que je recherche. Ou alors, je vais sur du format long parce que c'est là que ça divague. C'est là que ça part en couille. C'est là qu'il peut se passer quelque chose, en fait. Et je trouve que dans un format court, c'est déjà beaucoup plus difficile d'accéder à ce type de phénomène, en fait, où tu as un gars où tu peux rentrer vraiment en profondeur. Enfin, un gars ou une fille, d'ailleurs, mais t'as capté l'idée, quoi. Alors Thomas, j'aimerais qu'on regarde un petit peu le côté psychologie au niveau des prix. Quand tu as créé ton entreprise, en fait, comment tu as trouvé le juste prix par rapport à la vente de tes produits et tes services ? Quand j'ai lancé, quand tu me dis lancer, c'est au moment de l'agence web marketing qui t'intéresse plus, donc la première boîte, ou est-ce que c'est maintenant, aujourd'hui En général, effectivement, sur ta façon de concevoir, je dirais, ton modèle économique, et donc comment tu définis tes prix, quoi. Ok. Il faut savoir que déjà, quand tu fixes un prix, d'une entreprise à l'autre, tu vas avoir des méthodes de calcul qui sont très différentes parce que le prix, c'est avant tout l'expression d'un positionnement. Donc, si tu veux te positionner haut de gamme ou luxe, si on prend le truc jusqu'au bout, tu vas forcément te pricer beaucoup plus cher que ce que ton produit ne vaut en termes d'usage. Donc là, l'excellent exemple, moi, celui que j'aime bien, c'est l'horlogerie. Si tu vas sur l'horlogerie de luxe, une Rolex qui va te coûter entre 6 et 15 000 euros, on va dire, eh bien, c'est un produit qui n'est pas 10 fois ou 100 fois mieux qu'une Swatch en termes de qualité. D'ailleurs, une montre à quartz, tout ce qui est de plus classique, va être plus précise, mais va coûter 100 fois moins cher. Ok. Donc, faut bien garder en tête que le prix, c'est l'expression d'un positionnement. Ensuite, quand tu as capté ça, il faut que tu te dises,
quel positionnement je veux arborer. Et évidemment, le positionnement, c'est pas juste du vent, contrairement à ce que certaines personnes ont tendance à penser, c'est l'expression de la valeur que tu vas apporter. Donc, ce qui sous-entend que tu ne te prices pas de la manière un peu traditionnelle qui consiste à dire, OK, j'achète à tel prix mes matières premières ou le produit me coûte tant à sortir, j'ajoute un coefficient de marge de X% et voilà de 20% et je multiplie par 1,2, tu vois. Ça, c'est le truc un peu mathématique et bébête. Et en fait, pas du tout. Il faut partir plutôt de la valeur que tu apportes. Et c'est pour ça que tu as des services qui sont vendus très, très cher. En tout cas, les gens ont l'impression que c'est très, très cher, mais la valeur qui est apportée est beaucoup plus importante. Et c'est pour ça que moi, personnellement, d'une manière un peu provocante, quand je me price, eh ben, je me price beaucoup à la gueule du client. Ce qui est quelque chose qui est alors déjà probablement interdit dans 99% des business. On n'a pas le droit de facturer à la gueule du client. Mais c'est pourtant la meilleure méthode possible, à mon avis, parce que d'un client à l'autre, tu vas apporter une valeur qui est complètement différente. Moi, quand je vais bosser avec mes clients en tant que marketeur externalisé, j'ai des clients qui ont un chiffre d'affaires de 10 ou 15 millions et qui vont vouloir aller à, mettons, 30 millions, ok? Eh ben, j'aurais pas la même valeur pour ces gens-là que un client qui démarre, qui a un chiffre d'affaires aujourd'hui de 0 et qui a besoin de 15 000 par mois pour vivre, tu vois. Il y en a un où je vais apporter 20 millions de CA, l'autre où je vais apporter 15 000. On imagine, tu vois, je prends vraiment les chiffres à la gueule. Hein. Mais il y en a un pour lequel déjà c'est beaucoup plus important. Mais surtout, il y en a un qui va gagner beaucoup, beaucoup d'argent, l'autre qui va pas gagner grand-chose finalement. Enfin voilà, tout ça fait que tu vas te pricer en fait. Pour moi, quand tu te prices en fonction de la valeur que tu apportes au client. Quelle valeur ça a pour le client d'avoir ton service. Et c'est ça qui définit le prix. Et c'est là-dessus que tu dois te définir plutôt que combien ça coûte, combien coûte mon produit et quelle marge je fais dessus. Parce que si tu pars d'une réflexion comme ça, tu pars en interne. Donc tu pars de toi, voilà le prix que je vaux et tu le colles à la fonctionnalité. En fait, c'est pas la fonctionnalité qui doit primer, c'est plutôt le bénéfice client. Je sais pas si j'ai été très clair. J'ai essayé d'être un peu concis dans l'explication. Voilà un peu comment je vois le truc. Mais ce que les gens doivent retenir surtout, c'est que le prix, c'est rien d'autre que l'expression d'un positionnement. Donc, alors moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce que tu viens de dire, c'est comment tu arrives à définir les gens qui vont travailler avec toi. C'est-à-dire ceux d'une certaine manière qui vont sentir que tu es un expert, que tu as une expertise, que tu as une connaissance, etc. Comment tu le matérialises, comment tu le ressens ça, comment tu le ressens quoi. Quand tu discutes avec un client, qu'est-ce qui fait que dans le premier speech, tu arrives à te dire là, ça va fonctionner? Ça, c'est une bonne question. Écoute, ça nous amène à un premier concept. Je vais essayer de conceptualiser pour que les gens puissent ensuite derrière essayer de réfléchir et de raisonner ça dans leur propre activité. Mais on est sur une logique un peu d'avatar client. C'est-à-dire que moi, je pars du principe, toujours de manière un peu provocante, que tu peux vendre n'importe quoi du moment que tu t'adresses à la bonne personne. Et là, je reprends l'exemple de quand j'étais commercial en alternance et qu'on vendait des menuiseries. On avait des produits qui étaient pas mauvais, qui étaient plutôt des bons produits, mais qui étaient beaucoup, beaucoup plus chers que tous nos concurrents. Donc, quand tu veux changer tes fenêtres, si tu as 5 devis, tu prends jamais le plus cher. Sauf si tu es vraiment full illimité. Et là, dans ces cas-là, il faut être le plus cher possible parce que plus c'est cher, mieux c'est, tu vois. Logique du luxe. Mais nous, c'était pas le cas, tu vois. Donc, on avait nos fenêtres et on les vendait beaucoup, beaucoup plus cher. Par contre, dès qu'on s'adressait à la bonne personne, on les vendait en gros 1 fois sur 3. C'était le chiffre. C'était un bon chiffre à l'époque. Qu'est-ce que j'essaye d'illustrer en disant ça? C'est que si tu t'adresses à la bonne personne, si tu stimules la bonne personne, ça va marcher, c'est sûr. Donc du coup, il faut bien connaître ton client idéal, ce que moi j'appelle le client idéal. Certains disent avatar client, buyer personnel, et choses comme ça. Il faut vraiment bien le connaître, bien comprendre comment il fonctionne, à quel niveau de réflexion et de maturité il est. Je crois que tu en as parlé brièvement avec Laurent Bourrelli de ça. J'avais écouté votre épisode ensemble et il parle à un moment donné de ça. Donc en fait, où en est le client et du coup de quoi il a besoin et qu'est-ce que tu peux lui apporter comme message pour lui faire comprendre que tu es la bonne personne. Alors évidemment, tu as ceux qui vont faire du marketing de manière comme des voleurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la solution mais ils vont te la vendre. Puis tu as ceux qui vont utiliser le marketing et c'est ça le vrai marketing, c'est OK, je construis la solution sur mesure en fonction de ce que veut mon client. Et à ce moment-là, il est très facile de vendre le produit puisque la logique du marketing, rappelons-le, et la logique de l'avatar client, c'est pas de façonner un message parfait pour vendre à la personne, c'est de façonner le produit parfait
pour la personne. Ok, donc du coup, moi j'ai la chance, je suis dans le service, donc c'est très facile d'imaginer que je vais proposer un truc parfait. Mais sur un produit, c'est exactement la même logique. Tu fais pas un avatar client au moment de faire une pub parce que tu as besoin de savoir à qui tu t'adresses. Tu fais un avatar client dès le départ pour avoir une solution sur mesure qui colle parfaitement à ce que veulent les gens. Le bon exemple, c'est Apple. Apple a une gamme de produits qui est presque irréprochable aujourd'hui, avec chaque produit qui va correspondre à un avatar très très précis. Je sais pas si j'ai été clair, si ça répond à ta question, mais voilà un petit peu la façon dont je vois les choses. Oh ouais, tout à fait, c'est clair. J'aimerais également qu'on aborde le côté vision de l'entrepreneur, le mindset. Toi, ton côté visionnaire en tant qu'entrepreneur, est-ce qu'il a toujours été de la même manière? Est-ce qu'il a gardé le même focus? Ou est-ce que tu t'es aperçu qu'avec les années, en fait, tu avais tendance à te diriger dans une autre direction, tu te remets en question, etc. Est-ce que cette vision, elle a bougé? Ouais, elle a même beaucoup bougé puisque moi j'avais à la base une vision qui était de dire je veux construire des choses, donc tu vois un truc tout con, mais quand tu montes une boîte, bah t'aimes bien que ça se voit. C'est tout bête, hein, mais t'as besoin d'avoir des murs, donc des beaux locaux, beaucoup de salariés, un truc connu, etc., etc. Donc moi c'est ce que j'ai commencé par vouloir construire à travers l'agence web marketing. Et puis bah tu vois j'ai switché vers un business model d'indépendant où t'as pas tout ça. Tu peux pas montrer aux gens à quel point t'as réussi. Quand tu es indépendant. Donc si c'est important pour toi, bah t'es coincé parce que bah t'as pas de locaux, enfin potentiellement t'as pas de locaux, t'as pas 50 personnes à ton service, il y a pas des camions de ton entreprise qui tournent dans toute la ville, t'as pas les pubs JCDecaux, enfin t'as capté l'idée. Au final, t'es personne, t'es rien, t'existes pas, tu vois. Donc ça, c'est déjà une première vision qui moi a switché, c'est qu'au début, je voulais vraiment construire quelque chose, montrer, etc. Puis c'est quelque chose qui m'est complètement passé aujourd'hui, puisque je suis maintenant dans un modèle où l'anonymat, me va très très bien, même je le cultive, je suis très peu sur les réseaux sociaux, etc. Donc j'aime bien cet aspect-là, et ça c'est vraiment une différence de vision. Et puis après, je dirais un truc un peu plus bébête et un peu plus classique, c'est le rapport à l'argent aussi qui change, c'est-à-dire que moi j'ai pas grandi dans une famille très aisée, sans pour autant être pauvre. Et tu te mets, je pense inconsciemment, certaines barrières ou niveau de pognon où tu te dis putain, gagner ça, c'est vraiment un truc de ouf. Et en fait, plus ça va, plus tu fréquentes des personnes brillantes ou en tout cas qui ont réussi certaines choses, qui sont compétents dans ce qu'ils font et qui marchent bien dans le business. Pour moi, le business, ça reste quelque chose que tu peux juger par la somme d'argent amassée ou en tout cas la réussite que tu as fait. C'est mon avis, les gens seront peut-être pas d'accord avec ça. Pour moi, ceux qui cartonnent en business, bah, tu mesures leur degré de carton, si je puis dire, en fonction de l'oseille qu'ils ont pris. Et tu fais sauter certains plafonds, certains rapports à l'argent. Le rapport à l'argent est très très différent. Et aujourd'hui, moi, j'ai un rapport à l'argent qui est beaucoup plus décomplexé, je pense, que je ne l'avais quand j'étais beaucoup plus jeune, où je voulais gagner de l'argent par principe de vouloir gagner de l'argent. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire. Maintenant, j'ai une relation très différente avec ça. C'est-à-dire que je me dis, tiens, faut que je gagne de l'argent parce que j'ai envie de mettre des billes dans telle ou telle boîte, j'ai envie de monter tel ou tel truc, j'ai envie de tester tel ou tel machin, et pour ça, je vais avoir besoin de temps. Donc, beaucoup plus la notion d'argent-outil. Et tu vois, à force de côtoyer des entrepreneurs, que ce soit mes clients, mes associés, ou même mes relations, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup plus cette logique-là, maintenant, logique outil, et sont en général les plus brillants que je connaisse, sont vraiment dans cette logique-là. C'est-à-dire, on veut gagner de l'argent parce que c'est le but du jeu, entre guillemets, quand tu montes des boîtes, faut pas se mentir, c'est le but du jeu. Et ensuite, cet argent, tu l'utilises pour faire plein de trucs, et pas forcément des trucs de gros connards de riches pour répondre d'entrée de jeu à certains qui pourraient être choqués par ce type de propos. Donc voilà un petit peu comment ma vision a pu évoluer sur en tout cas ces sujets-là. Et puis après t'as le fameux phénomène, je sais même plus comment s'appelle cet effet-là, tu vois, je l'ai perdu en te parlant, parce que je divague trop, mais le fait que accepter le fait que c'est pas parce que tu as lu un article sur un sujet que tu es compétent, tu vois. Et il faut beaucoup de temps pour arriver à un degré de compétence important, et ce degré de compétence-là, il faut être capable de le valoriser et de dire c'est pas parce que je passe une heure, par exemple, je t'arrive pas à l'heure, je fais un lien avec tes deux questions, je m'excuse, je divague, mais je ne t'arrive moi jamais à l'heure parce que il y a des trucs que moi je vais par exemple écrire un mail, moi je peux t'écrire une séquence mail, je vais t'écrire ça en 1 heure, là je vais te facturer 1 heure. Bon, c'est bien. Quelqu'un qui va te facturer 1 heure, mais qui va prendre 5 heures pour écrire la séquence mail, j'en connais aussi. Donc du coup, l'idée, c'est pas de facturer à l'heure,
mais c'est de facturer également à ton client, non pas l'heure, mais le temps que tu as passé à apprendre toutes les compétences qui t'ont permis de ce qu'on va valoriser en tant qu'expérience et qui fait que tu vas devenir du coup plus cher. Et donc tout ça aussi, c'est une vision qui est venue à moi petit à petit, c'est-à-dire d'être capable de valoriser tout le travail qui a été fait en amont, toutes les galères que j'ai eues, tout le temps passé à me former, à apprendre des choses, tous les clients pour lesquels j'ai réussi et ou foiré certaines choses qui me permettent aujourd'hui d'avoir des certitudes et d'avoir une stratégie à apporter au client qui a beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui débarque un peu dans ce game-là sans pour autant avoir plus de chances que de réussir que lui dans le fond, parce que quelqu'un qui débute peut parfaitement réussir. Encore une fois, tu peux jouer demain contre Patrick Bruel au poker et gagner la partie, c'est sûr. Si tu joues 50 parties, tu vas probablement prendre plus de tôle que tu ne vas gagner, mais si tu joues une fois, c'est possible. Ouais, c'est clair. Et puis bon, après il y a le phénomène échelle, il y a le phénomène magnitude, il y a le phénomène effectivement de la valorisation des acquis et de l'expérience. Tu le disais très justement. Donc ouais, non, je rejoins totalement ce côté-là. Et puis on retrouve du côté des États-Unis beaucoup le concept de l'autoroute de la richesse, la voie rapide, la voie lente, etc. Le phénomène du trottoir, entre autres, l'événement. Là, tu parlais effectivement de connaissances, de formation, de temps, etc., qui t'avaient permis effectivement d'atteindre l'expertise. Ça, c'est le processus. Alors moi, je vais effectivement terminer par ma dernière question, qui va être la question des marqueurs des experts. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Thomas? Écoute, je vais te donner, je vais la jouer à façon Thomas Olivier, donc je vais la jouer de manière très franche. Moi, je suis quelqu'un qui est plutôt dans le format long. J'aime les formats longs. Toi, t'es sur un format qui est déjà beaucoup plus court, donc t'es pas forcément ma came sur le papier. Après, ce que je trouve assez intéressant, c'est de ne pas préparer les interviews. Je sais pas si les gens savent déjà ça, si t'en as déjà parlé, mais les questions sont pas préparées. On a parlé une demi-heure avant cet épisode et puis basta. Plutôt pour régler des merdes techniques d'ailleurs que pour savoir de quoi on allait parler. Donc ça, je trouve ça intéressant pour avoir des réponses qui soient pour le coup spontanées et sans préparation. Tu vois, j'ai pas une fiche devant moi avec mes 12 questions que tu vas me poser et bim bim bim, je sais quoi répondre. Donc, ça met un petit peu d'authenticité là-dedans que je trouve intéressant. Donc ça, c'est cool, il faut le garder. Après, je te cache pas que moi j'aime bien quand ça bastonne un peu quand tu as un vrai débat de fond, ce qui est pas possible à faire dans un format court comme tu le proposes. Mais voilà ce que je peux te dire de mon modeste œil critique. Alors, quand tu as écouté les experts ou quelques épisodes des experts, en fait, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que d'une certaine manière tu as aimé en écoutant ces épisodes? Écoute, je vais te faire une critique générale, mais encore une fois, à mon avis, j'ai rien de particulier, tu vois, enfin, j'ai pas de valeur particulière plus que quelqu'un d'autre à juger tout ça. Pas de légitimité, c'est le mot que je cherchais, pardon. Mais ce que je trouve intéressant dans ton format et dans les experts, c'est le fait que on peut découvrir des gens de manière assez rapide. On arrive rapidement à se dire, ok, telle personne, elle est plus ou moins intéressante à mes yeux. Ça j'aime bien, ça j'aime pas. Tiens, ça c'est une thématique qu'il aborde d'une manière qui est assez intéressante. Et ensuite tu vas creuser. Et tu vas donc du coup en une demi-heure te faire pas un avis sur les gens, mais un avis sur est-ce que ça m'intéresse oui ou non. Et si la personne t'intéresse, bah tu creuses un peu, tu vas t'abonner à sa newsletter s'il en a une, tu vas le suivre sur tel ou tel réseau social s'il est sur tel ou tel réseau social. Tu vas écouter une autre interview de lui où il a eu plus de temps pour divaguer sur tel ou tel sujet, etc. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans les experts et dans ce type de format qui sont des formats beaucoup plus courts, c'est que tu peux découvrir assez brièvement quelqu'un et tout de suite être voir si il t'a impacté ou non et en fonction de ça, décider d'aller plus loin avec lui ou pas. C'est sympa cette image de passerelle comme ça. Il y a une question aussi que je voulais te poser. On va déborder un peu, c'est pas grave, mais elle me semble importante pour les gens qui nous écoutent. Tu as une expérience effectivement d'entrepreneur, tu as une expérience de valeur ajoutée. Tu sais effectivement maintenant apporter cette valeur, ce contenu, etc. Savoir répondre à des besoins précis par rapport à ta clientèle. Tu te poses effectivement par rapport au persona, à l'identité également du branding et du besoin
besoins du marché. Mais moi, il y a une question qui me vient, c'est après tout ça, est-ce que t'as pas envie d'écrire un bouquin, par exemple, de laisser une trace sur le web ou par rapport à peut-être effectivement tes enfants ou ceux qui vont suivre, et puis peut-être ensuite décliner ce bouquin en livre électronique, en livre audio, en faire des masterclass, faire des conférences, pourquoi pas créer une formation? Écoute, j'ai fait quelques petites formations de tout ce qui est formation en ligne. J'ai eu une formation papier que j'ai envoyée pendant 2 ans, donc dans un format assez spécifique. Des conférences, j'en ai fait aussi quelques-unes. Maintenant, pour répondre à ta question sur le livre, qui est un peu l'apogée, le contenu ultime qu'on peut faire, dans le genre contenu pas rentable du tout. D'ailleurs, ça se pose là. Mais bref, le livre, on me l'a plus ou moins, enfin, on me l'a proposé. Hein. J'ai déjà commencé à travailler sur le livre, et l'éditeur qui m'avait proposé ça m'a jugé en l'état trop hardcore pour pouvoir l'écrire. Donc je pense que je suis encore trop brutal pour écrire, et j'ai une façon d'écrire qui colle pas forcément au milieu de l'édition actuelle. Je perds pas de vue l'idée, et pour l'instant, j'ai pas jugé opportun de l'écrire en tant qu'indépendant ou de le faire en autopublication comme le permet Amazon. Donc voilà, j'ai eu des discussions avec un éditeur qui se reconnaîtra, et puis ça l'a pas fait, mais tout en restant de très bons termes. Donc je perds pas, voilà. Potentiellement, ça se fera peut-être dans les années à venir. C'est un truc qui me ferait kiffer, parce que je trouverais assez marrant qu'un mauvais élève comme moi, qui a eu quelques mauvaises expériences vis-à-vis de tout ça, puisse un jour écrire un bouquin que tu retrouves à la Fnac. Je trouverais le message plutôt marrant et kiffant. Maintenant, voilà, pour l'instant, il semblerait que je sois trop hardcore et que je dise des choses trop brutales pour pouvoir me permettre d'être publié. Ouais, t'es cash, t'es comme Laurent Borelli. Tu mâches pas tes mots. Moi j'aime bien. Hein. Je trouve qu'effectivement c'est cash, c'est vécu quoi. C'est du vécu, et je pense que ça plaît aussi aux gens. C'est une forme de communication aussi à part entière. Où on peut. C'est du branding finalement. Ouais, c'est ça. Où on peut continuer, Thomas, à discuter avec toi si on a été sensibilisé par tes propos cash justement dans cette interview, dans cet épisode. Où on peut continuer à blablater avec toi, comme disent effectivement les Canadiens. Bah écoute, pour me retrouver, moi c'est assez simple. Donc je suis très peu sur les réseaux sociaux, mais j'ai un compte LinkedIn et j'y vais de temps en temps. Donc sur LinkedIn on me trouve Thomas Olivier, puis j'ai un petit symbole avec une main qui fait un truc chelou à côté pour me reconnaître. Sinon mon site c'est lenouveaumarketing.fr. Donc là-dessus on trouve les moyens de contact. L'adresse email c'est bonjour@lenouveaumarketing.fr. Donc là-dessus les gens peuvent me contacter. J'essaye, en général je réponds toujours, parce que je ne suis pas un ministre, donc personne ne répond à ma place, et j'ai encore suffisamment peu de gens qui me contactent pour pouvoir leur répondre directement. Donc en général j'essaie de répondre, donc ce sera avec grand plaisir. Allez, on va refermer effectivement cet épisode avec, vous le savez, si vous voulez soutenir les experts, vous mettez 5 étoiles sur la plateforme Apple Podcast. Ça va me permettre effectivement de monter encore dans le classement. Et puis n'oubliez pas que sur Spotify, vous avez la possibilité maintenant de laisser des messages. Alors laissez vos messages, dites-moi effectivement ce que vous aimez, ce que vous aimez pas dans les experts, ce que vous souhaiteriez y trouver. Et puis inscrivez-vous à ma chaîne YouTube pour découvrir de nouveaux invités. Je vous remercie de votre fidélité. Je remercie également Thomas Olivier de m'avoir prêté ses propos dans les experts. On a appris plein de choses, on a vécu au travers de son monde d'entrepreneur, et j'espère que ça vous a apporté plein de valeur ajoutée et avec un contenu riche. Voilà, je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité. Merci Thomas. Ciao, bye bye Philippe, à bientôt.